Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Cette semaine, nous allons échanger avec notre confrère de la VOA, Jacques Aristide, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gabriel et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Alors, le gros plan de cette semaine, ça sera sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires de puissantes forces de soutien rapide. La population prise au piège de ces affrontements paye un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan et dirigeant de facto du pays et son numéro 2, Mohamed, deux généraux à l'origine du coup d'État d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Alors, dans cette émission de cette semaine, nous allons essayer de discuter sur cette question. La première question est de savoir qu'est-ce qui se passe-t-il depuis le déclenchement des hostilités samedi dernier entre l'armée régulière et les paramilitaires de forces de soutien rapide. Oui, Gabriel, le Soudan, c'est une actualité africaine qui est très suivie en ce moment. Ici même, aux États-Unis, les médias en font état. Les grandes chaînes de télévision, par exemple, en parlent dans leurs journaux télévisés. Et d'ailleurs, souvenez-vous, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a indiqué mardi dernier qu'un convoi diplomatique américain avait été attaqué la veille au Soudan. Il n'y a pas eu de blessés, d'après Anthony Blinken, qui a toutefois qualifié l'incident d'acte irresponsable. Il a également dit s'être entretenu séparément avec les deux généraux rivaux à l'origine de ces combats meurtriers au Soudan pour parler de l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu. Alors, le Soudan, vous l'avez dit, c'est le sujet que nous avons abordé en profondeur dans Washington Forum cette semaine. 3 invités m'ont rejoint dans le programme pour nous décortiquer la situation. Et si vous me le permettez, Gabriel, laissez-moi vous parler de Jean-Victor Nkolo, qui vit à New York, et l'ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. En tant que correspondant dans les années 80, il a beaucoup couvert les conflits au Soudan et dans les pays voisins. Autre invité, Roland Marshall, un nom peut-être que vous connaissez, membre du Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Ses travaux portent particulièrement sur les guerres civiles en Afrique subsaharienne. Et nous avons également eu la participation de Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Sudan Tribune, un journal indépendant publié en ligne et qui est basé à Paris. Alors, en début d'émission, pour répondre justement à votre question, Gabriel, nous avons fait le point sur les dernières informations qui nous sont parvenues ce jeudi 20 avril, je le précise, c'est-à-dire au 6e jour des combats. En bref, les violents et meurtriers affrontements n'ont pas connu de répit, alors que les musulmans se préparent à célébrer la fête marquant la fin du Ramadan. Comme vous le savez, les 45 millions de Soudanais sont majoritairement musulmans. Des milliers d'habitants fuient les raids aériens et les combats de rue qui ont tué depuis le début du conflit, soit le samedi 15 avril, environ 330 personnes, d'après un bilan établi aujourd'hui, ce jeudi, avec des hostilités qui ont principalement lieu dans la capitale Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, entre les forces de soutien rapide, vous l'avez dit, les FSR, ces paramilitaires menés par le général Mohamed Hamdan Daglo, et l'armée régulière que dirige le général Abdel Fattah al-Burhan. Burhan, qui est à la tête du pays depuis le putsch conjoint perpétré par les 2 hommes en 2021. Et pour l'heure, il apparaît qu'aucun des 2 camps ne semble l'emporter, comme l'un des invités nous l'a dit dans Washington Forum ce jeudi. Le Japon est devenu le premier pays à faire part de l'évacuation de ses ressortissants au Soudan. Donc, pour résumer, Gabriel, les combats meurtriers se poursuivent malgré les nombreux appels à la trêve. Alors, Jacques, comment en est-on arrivé là? Quel est le contexte historique et politique qui a mené à l'escalade au Soudan? Je suis sûr que vos invités des Washington Forum ont pu décortiquer cette question.
Justement, Gabriel, c'est une question que j'ai posée à nos invités dans Washington Forum. Et je vais reprendre en partie les éléments de contexte qu'ils nous ont donnés pour éclairer nos lanternes sur cette situation qui, faut-il le rappeler, continue d'évoluer, Gabriel. Alors, il faut d'abord remonter à quelques années de cela pour parler du soulèvement populaire de 2019. En décembre 2018, des manifestations déclenchées, rappelez-vous, par le prix du pain, qui ont eu lieu à travers le Soudan pour protester contre le régime autoritaire du président Omar el-Béchir. En avril 2019, les manifestations ont finalement abouti à la chute de Béchir, qui a été remplacé par un gouvernement de transition. Il y a également eu la question du pouvoir au sein du gouvernement de transition créé pour préparer les élections en vue de confier le pouvoir aux civils. Mais des tensions ont vite fait surface. En fait, comme nous l'a rappelé notre invité Roland Marshall, le Soudan connaît un processus politique très difficile depuis août 2019, où il s'agit de donner le pouvoir aux civils et en même temps éviter que des gens en armes, ce sont ces termes en fait, l'essentiel de prérogatives. Cela aboutit donc à un coup d'État en octobre 2021. Petit à petit, il y a eu donc une différence parmi les gens en armes, c'est-à-dire les paramilitaires et l'armée régulière. Daglo, le chef des paramilitaires, se rend compte qu'il avait beaucoup plus intérêt à jouer le pouvoir civil et le retour à un ordre constitutionnel que le dirigeant de l'armée, qui favorise, lui, une stratégie à l'égyptienne, selon Roland Marshall, où les militaires sont le pilier du régime actuel. Alors pour nos invités, Daglo et Bourhan sont en quelque sorte engagés dans une lutte existentielle, comme le pensent également d'autres observateurs. Et la question, Gabriel, qui se pose maintenant, s'il s'agit d'une lutte existentielle, donc une telle lutte, ces deux belligérants vont-ils vraiment vouloir mettre fin au combat et se mettre à la table des négociations pour parvenir à une issue rapide à cette crise? C'est la question qui se pose en ce moment, Gabriel. Alors, comment les habitants ont vécu ces événements, surtout que ça s'est passé dans des zones résidentielles? C'est un aspect que j'ai également abordé dans Washington Forum. Alors oui, comme l'a fait ressortir notre invité Jean-Victor Nkolo, les civils sont gravement affectés par ces affrontements très violents et meurtriers. Il s'agit, vous venez de le dire, de combats quelque part de rue, à côté d'immeubles habités notamment. Et même en fait, vous savez, Khartoum, pour certains observateurs, était épargné pendant longtemps de tels combat, parce qu'évidemment le Soudan a traversé tellement de situations. Alors il s'agit donc de combats de rue quelque part. Beaucoup de gens sont déjà privés d'eau et de courant, alors que les stocks de nourriture continuent de fondre dans un pays qui souffre de la faim, Gabriel. Les affrontements entraîne des déplacements massifs de population. Des milliers de personnes ont déjà abandonné leur foyer. Les civils contraints de fuir donc leur domicile pour chercher refuge ailleurs. Il s'agit de perte de biens et de moyens de subsistance, mais il s'agit également de traumatisme, Gabriel, en fait, de traumatisme psychologique. C'est un problème qui n'est pas très souvent abordé dans de telles situations. Alors, nous l'avons entendu, les civils sont donc déjà pris au piège de ces combats. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, de nombreux morts, de nombreux blessés. Des ONG rapportent aussi des violences contre les femmes et les enfants, des femmes victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles. Comme c'est souvent le cas, les civils sont les premières victimes des conflits armés et c'est pourquoi nombre d'organisations, comme nous l'ont dit nos invités, réclament la protection des civils au Soudan, ce qui doit être une priorité, disent-elles. Alors, je suis sûr, la question de la médiation régionale et internationale a été débattue lors de Washington Forum. Comment la médiation peut-elle aider à amener les belligérants à la table des négociations pour un cessez-le-feu immédiat, mais aussi à long terme pour enfin résoudre cette crise qui perdure depuis le putsch de 2021?
Oui, alors une fois encore, comme l'ont souligné nos invités, cette médiation régionale et internationale doit se faire car selon eux, elle peut jouer un rôle crucial dans la résolution de la crise soudanaise en aidant à amener ou essayer d'amener les belligérants à la table des négociations pour un cessez-le-feu immédiat et en travaillant à trouver des solutions durables à long terme. Comme mentionné dans Washington Forum ce jeudi, les patrons de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales ont prévu de se réunir ce jeudi pour discuter de la crise soudanaise. D'aucuns attendent donc de voir ce qu'il va en ressortir. Nos invités n'ont pas manqué de faire ressortir les répercussions régionales que peut entraîner ce conflit soudanais pour aider à amener les belligérants à la table des négociations. Les médiateurs, selon nos invités, doivent travailler à établir un dialogue avec toutes les parties impliquées en encourageant des pourparlers directs entre les parties en conflit et en cherchant à créer un environnement propice aux négociations. Évidemment, tout ça, ce sont des mots, mais pour ces invités, ils doivent absolument déployer tous les efforts nécessaires pour pouvoir apporter cette médiation régionale et internationale, notamment en obtenant des engagements en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. À long terme, les médiateurs peuvent travailler, selon eux, à faciliter un processus de paix plus large et plus inclusif, impliquant toutes les parties prenantes, évidemment, du pays, y compris les groupes d'opposition, les groupes armés, les représentants civils et les autorités gouvernementales, évidemment. Alors, pour trouver des solutions durables, les médiateurs peuvent aider à identifier les causes profondes du conflit, telles que les problèmes économiques, politiques et sociaux. Le Soudan traverse une situation économique très difficile. En fait, pour beaucoup d'observateurs, l'économie du Soudan est au bord du gouffre. C'est un pays qui souffre de la faim. Évidemment, avec cette situation qui se déroule en ce moment, ça n'arrange pas du tout les choses. Vous l'imaginez, Gabriel. Donc, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux. Donc, voilà des solutions viables pour y remédier. Pour les invités, les médiateurs doivent également faciliter la mise en place d'un processus de réconciliation nationale pour aider à guérir les blessures causées par ce conflit et à reconstruire la confiance entre les parties en conflit dans le pays, Gabriel. Merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Gabriel, et certainement rendez-vous donc dans Washington Forum parce que vous allez certainement vous suivre davantage le contenu de ce programme hebdomadaire de VOA Afrique et écouter ces invités qui ont été franchement très intéressants cette semaine, Gabriel. Voilà, rendez-vous donc dans Washington Forum. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Washington Bureau.